promotion des femmes et pour le droit des femmes, non seulement dans l'organisation, mais à travers le monde. Il est temps que les droits des femmes, j'ai aussi donné aux femmes sénégalaises la possibilité de donner leur nationalité à leurs époux et à leurs enfants, ce qui n'était pas le cas. Je vois que j'ai quelques secondes pour faire une question en tant que représentant du Pérou. Je voulais savoir votre position au sujet du multilinguisme et en particulier l'utilisation de l'espagnol dans les travaux des Nations Unies. Et dans ce contexte, comment va votre espagnol? Merci beaucoup. Muchas gracias. Yeah. The distinguished representative of Peru on behalf of the ACT group, please, Mr. Sal. Muchas gracias. Parle l'espagnol. Very, very few. I'm sorry. Voilà, je commencerai d'ailleurs par cette question qui est essentielle. Le multilinguisme est une richesse et nous devons tout faire pour le préserver. Nous avons 6 langues officielles. Il nous faut aller vers l'application de ces langues dans le travail. Nous avons 2 langues officielles de travail, l'anglais et le français. Je sais que les anglophones n'ont pas souvent le besoin de faire une autre langue puisque c'est la langue où tout converge, mais nous devons quand même valoriser le multilinguisme dans l'organisation. Je suis sûr que si je suis secrétaire général, je vais travailler aussi avec l'intelligence artificielle pour que non seulement les 6 langues officielles soient vraiment pratiquées de façon plus facile, mais toutes les autres langues, en réalité, nous aurons les outils par l'IA pour que les questions de traduction ne soient plus de grandes difficultés. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin d'interprètes, loin s'en faut. On a toujours besoin des ressources humaines pour valider d'abord ce qui nous est proposé, mais il y a un moyen de valoriser la langue. Et la langue, elle véhicule aussi la culture et la civilisation. Donc c'est ça la richesse. C'est pourquoi moi je suis un partisan du multilinguisme, je suis déjà polyglotte, même si au niveau des langues internationales, j'en connais que 2. Je suis en train d'apprendre l'arabe, voyez-vous, et j'ai des langues nationales africaines. Donc c'est une richesse que nous devons tous développer. S'agissant maintenant des questions que vous avez posées au nom des 27 petits pays, dites-vous, je répète vos termes, sur le processus de sélection, je crois qu'il y a déjà la charte qui l'a définie. La charte dit l'Assemblée générale élue le secrétaire général sur proposition du Conseil de sécurité. Donc, chaque entité a son rôle à jouer. C'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Bien sûr, c'est le Conseil qui fera la proposition. Et je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui montre qu'il y a une évolution. Puisque avant, on ne savait même pas comment le SG était choisi. Les gens, ils se réveillaient, on savait que, bon, on a décidé qu'un tel est choisi entre les pays au niveau du Conseil de sécurité. Donc, il y a eu des progrès, en tout cas, dans ce qu'on peut appeler la démocratisation du processus. En ce qui concerne la vision que j'ai évoquée, vision intégrée, paix et sécurité et prospérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement sans paix. Dans les pays où il y a la guerre, on ne peut plus parler de développement. On parle de morts, on parle de déplacés, on parle de réfugiés. On ne parle plus de développement, ni d'éducation. Donc, on ne peut pas traiter séparément la question. C'est pourquoi, même pour les opérations de maintien de la paix, je crois qu'il faut que la dimension politique, la dimension économique soit intégrée. Parce que là où il n'y a pas de développement, où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a pas de perspective, il est clair que parler de paix sera difficile. La paix seule aussi ne suffit pas s'il n'y a pas les efforts qu'il faut. Il faut donc combiner l'ensemble et je crois que déjà il y a un effort que les Nations Unies font, mais il faut insister davantage sur cette dimension économique qui doit accompagner la dimension maintien de la paix ou même rétablissement de la paix. Pour ce qui concerne les droits humains, ils sont parfaitement dans les piliers parce que j'ai indiqué que nous avons 3 piliers dans la charte des Nations Unies. Donc, j'ai déjà dit que les réformes qui seront engagées permettront de renforcer notre action en matière de renforcement des droits humains. Je vous remercie. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Norway on behalf of the UN80 Global Group, followed by Uganda and the Philippines. Thank you, Madam President. Et puis, après la dernière question, il faut essayer le multilinguisme. Merci beaucoup, Monsieur Sall, pour la présentation de votre vision et la participation dans ces processus interactifs. Norway is a member of the UN80 Global Group, together with Barbados, Indonesia, Jordan, Kenya, New Zealand, Mexico, Senegal, and Singapore. Building on the initiative of a similar cross-regional grouping during the UN's 70th session,
We also intend to develop ideas and recommendations for the next UN Secretary General, whoever that may be, on the future of the organization. We therefore appreciate and thank you, President, for facilitating this opportunity to engage with all the candidates. Now to the question, if selected as Secretary General, what will you do to meaningfully restore trust between the Secretariat and Member States? You have alluded to this, but also the Executive Office and the rest of the system, and indeed global confidence in the UN. And I think I also have a few seconds to ask a national question. And we believe that the Secretary General should exercise independence in the selection of senior officials. So if again elected, how would you build up your team? What will you do to safeguard your independence? How would you take into account factors such as geography and gender balance in addition to merit in those appointments? And how would you avoid the continuation of monopolies on senior posts by certain nationalities? I thank you. I thank the distinguished representative of Norway on behalf of the UN80 Global Group. Please. Thank you, Madame Présidente. Thank you, Madame la représentante exécutive de la Norvège. Merci pour votre question très importante au nom du groupe que vous représentez. Alors, pour la restauration de la confiance, je crois que cela passera par d'abord le fait que chaque pays membre perçoive que le secrétaire général n'est ni dans le camp ouest, ni dans le camp est, ni un homme du sud global ou un homme du nord global. C'est extrêmement important. L'indépendance. Ça, je crois que c'est la base pour pouvoir être accepté. Et qu'on sache que tout ce qui nous motive, c'est de faire avancer cette organisation. Moi, je ne suis pas venu à New York pour faire carrière diplomatique. Je serai là pour les 5 prochaines années avec la confiance des États pour faire avancer cette organisation et la réformer. Et je sais que j'en ai les capacités si j'ai la confiance des États membres. Donc, cela m'amènera à votre deuxième question. Sur le choix des collaborateurs, il faudra bien sûr qu'il y ait de l'équité et de la transparence et le respect de la rotation régionale, le respect aussi du genre. Il est clair qu'en 1945, lorsque la charte était faite, on a parlé de la répartition géographique, de l'éthique et de la compétence. À l'époque, le genre n'était pas une préoccupation de premier. Je peux vous dire qu'en tant que secrétaire général, déjà, mon adjointe sera une femme. Venant du Sud, elle viendra du Nord. C'est comme ça que j'entends voir les choses. Et pour le reste, croyez-moi, ce sera sur la base vraiment d'une analyse objective et qui permettra de juger le secrétaire général sur ses paroles. Et si justement les États membres voient qu'il est sur la bonne voie, je crois qu'ils seront plus attentifs pour écouter et pour accompagner. Et c'est comme ça donc que, travaillant sur la confiance à restaurer, tous les autres sujets tels que la rétention des cotisations pourront trouver des solutions, puisque si les États membres sont convaincus maintenant que nous sommes sur le droit chemin, nous ne cachons rien, nous avons fait des efforts internes, je pense que rien ne pourra empêcher qu'ils participent pleinement dans la marche de notre organisation commune. Voilà ce que je voulais dire sur l'indépendance, je crois que je l'ai dit, sur également la présence des femmes. Pour terminer sur la présence des femmes. Moi, je suis un président qui a, pendant 12 ans dans mon pays, donné presque toutes les positions en dehors de celles que j'occupais, qui étaient de président de la République, aux femmes. J'ai nommé une femme Premier ministre. J'ai nommé les premières femmes gouverneurs de région. J'en ai nommé 3. J'ai nommé la première femme chef de la police, directeur général de la police nationale. La première femme générale de l'armée du Sénégal. Elle est encore seule. Donc je suis un he for she, quelqu'un qui va davantage travailler pour la promotion des femmes et pour le droit des femmes, non seulement dans l'organisation, mais à travers le monde. Il est temps que les droits des femmes, j'ai aussi donné aux femmes sénégalaises la possibilité de donner leur nationalité à leurs époux et à leurs enfants, ce qui n'était pas le cas. Donc je serai vraiment quelqu'un qui va absolument faire avancer les droits de la femme dans l'organisation et dans le monde autant que je le pourrai avec les États membres. Je vous remercie.